Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun. Nous allons voir comment faire remonter l'économie française et donc martiniquaise. Mais avant de dresser un état des lieux et de voir effectivement comment on peut faire, je veux relativiser les choses. Il est de bon ton de critiquer. Il est de bon ton de dire que tout va mal. Mais il faut reconnaître dans le même temps que si on compare la situation de l'économie française aujourd'hui à la situation qu'elle connaissait, par exemple, dans les années 30, eh bien, la situation actuelle est bien meilleure. Même si on peut trouver beaucoup de choses à améliorer, la situation actuelle est bien meilleure. De même, au niveau mondial, quand on parle de la paix et de la guerre, quand on parle des inégalités, quand on parle des injustices, il faut prendre la mesure des choses. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, il est plus confortable, il est moins confortable d'avoir 20 ans aujourd'hui que d'avoir 20 ans en 1940 ou bien en 1914. Disons que ceux qui avaient 20 ans en 1940 ou en 1914 s'apprêtaient à vivre des années extrêmement difficiles et même pour beaucoup à ne pas vivre beaucoup d'années, c'est-à-dire à mourir très peu de temps après. Je rappelle que dans la guerre de 14-18, la France a perdu 1 400 000 personnes et que des milliers de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais, de Réunionnais sont morts en 1914, pendant la guerre de 14-18. De même, dans les années 1940, Hitler a imposé au monde une guerre qui a quand même causé beaucoup de souffrances chez des millions et des millions de familles. Le pays qui a d'ailleurs le plus payé pour mettre un terme au crime des nationaux socialistes, c'est l'Union soviétique qui a perdu pas moins de 20 et quelques millions de personnes, soldats et civils, pour libérer l'Europe. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'Union soviétique, probablement la guerre aurait duré beaucoup plus longtemps qu'elle n'a duré, même si probablement elle aurait eu la fin qu'elle a connue, c'est-à-dire la défaite de Hitler. Mais les Russes ont payé un prix qu'il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, cela doit compter dans le jugement qu'on porte aujourd'hui sur la politique de M. Poutine. M. Poutine rappelle, à juste titre, que parmi ceux qui ont rétabli la liberté en Europe occidentale pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la Russie. Et que la Russie n'avait jamais pris l'initiative d'attaquer aucun pays. Et que lorsque, après la chute du mur de Berlin, il a fait les avances les plus claires à l'Occident pour créer une Europe nouvelle, eh bien, sous l'influence de la CIA, les avances de M. Poutine ont été rejetées avec dédain. Et la CIA a fait autour de la Russie l'installation d'un grand nombre de bases et de fusées, c'est-à-dire exactement ce que les Américains avaient refusé en 1962 de laisser faire par les Russes, quand les Russes avaient le projet d'installer à Cuba un certain nombre de fusées. Mais fermons la parenthèse, rappelons tout de même que la situation actuelle de la France sur le plan économique et de la Martinique ne cesse de se dégrader. Alors, quand on circule, quand on voit les préparatifs du carnaval, quand on voit le nombre de personnes qui prennent leurs vacances, qui voyagent, etc., on a le sentiment que les choses ne vont pas si mal que ça. Mais sachons que si la France et la Martinique continuent à faire relativement bonne figure et apparemment à vivre normalement,
c'est bien au prix d'un endettement faramineux, qui fait d'ailleurs que la France, qui se veut très européenne, foule aux pieds les règlements européens les plus importants sur l'endettement et le déficit budgétaire. Avec aussi, non seulement l'endettement, ça ne dit rien à personne de dire que l'endettement de la France est de 3 500 milliards d'euros. Mais simultanément, dans notre vie quotidienne, nous avons l'occasion de constater que les choses vont mal, c'est-à-dire que des gens meurent dans les couloirs des urgences, dans les hôpitaux, que des gamins de 14 ans tuent d'autres gamins de 14 ans avec des kalachnikovs, que les lycéens ne cessent de fumer et que la délinquance, sous toutes ses formes, s'est installée avec le trafic de drogue que nous connaissons bien et dont la Martinique est une des plaques tournantes. Donc c'est ça la réalité quotidienne telle que nous pouvons la vivre, si nous acceptons de ne pas détourner le regard quand nous en sommes témoins et pas victimes. Donc les choses vont très mal et les statistiques le confirment. La France, dans les classements des grands pays, enfin des pays d'Europe occidentale, l'OCDE, même dans les classements de l'Union européenne, retenons les classements de l'Union européenne, c'est quand même 27 pays, avec des points de départ de développement très différents, eh bien la France est en dessous de la moyenne. La France est en dessous de la moyenne. Ça veut dire que ce problème-là est lancinant. C'est pour ça qu'il faut y revenir, et y revenir encore, car les solutions n'apparaissent pas. Lorsqu'il y a eu des débats à l'Assemblée nationale, vous avez vu qu'il y a des partis, tout bord confondu, eh bien, qui faisaient la course à celui qui ferait accorder des avantages supplémentaires, des droits supplémentaires à certains segments de la population française. Donc la prise de conscience n'est pas là, même si M. François Bayrou, Premier ministre, a souligné cette situation de manière peut-être plus dramatique que ses prédécesseurs, on n'a pas vu proposer l'ombre d'une solution pour y mettre un terme. Rappelons que les élections qui vont avoir lieu au mois de mars, en Martinique comme dans l'Hexagone, vont être l'occasion de choisir des conseils municipaux et des maires. Alors, revenons sur cette difficulté à allier le choix qu'on fait de maire sur les choix qu'on peut faire pour retourner à une situation économique améliorée de la France. Vous savez, comme moi, que le maire, c'est le premier échelon, ou le conseiller municipal, c'est le premier échelon de la vie politique. Et qu'à partir du moment où on installe des maires d'un certain bord, eh bien, il faut s'attendre à ce que de fil en aiguille, si tout le monde ou beaucoup de gens font la même chose, de fil en aiguille, eh bien, ce sont les députés qui seront du même bord, ce seront les sénateurs qui seront du même bord, ce seront les ministres qui seront du même bord, le Premier ministre et puis le président de la République, qui a quand même, dans la Ve République, énormément de pouvoir. Donc, il faut bien réfléchir à ce que vous allez faire au mois de mars lorsque vous allez voter pour une liste ou pour une autre à l'occasion des élections municipales. Alors, j'ai entendu récemment des responsables nationaux dire que pour que la croissance revienne en France, il est urgent que les Français se remettent à consommer. C'est vrai que sur les comptes en banque des Français, les comptes sur livret, d'épargne logement, assurance vie, etc., les Français ont aujourd'hui des sommes qui équivalent à 2 fois le produit intérieur brut français, c'est-à-dire à plus de 6 000 milliards d'euros. Ce sont des sommes très importantes. Alors vous avez des gens qui vous disent mais il faut que les Français prennent cet argent-là, le dépensent, ça va provoquer de l'activité économique et puis la croissance va redémarrer. Et j'ai entendu personnellement quelqu'un qui était professeur d'économie
enseigner ce genre de sottises à ses élèves. Bon, pas parce qu'on est professeur qu'on est exempt de sottises, mais la plupart des professeurs, nous le savons tous, émettent fort peu de sottises. Bon. Alors, donc, il faut savoir que l'industrie de la France et l'industrie de la Martinique étant aujourd'hui en grande difficulté, en tout cas pour les produits sur lesquels se porterait une demande supplémentaire, eh bien, ce ne sont pas les industries françaises ou martiniquaises sur qui se porterait le pouvoir d'achat supplémentaire qui serait mis en circulation par les détenteurs d'argent sur les comptes bancaires. C'est évidemment la Chine, principalement. Pas seulement elle, il y a aussi l'Inde, il y a aussi le Vietnam, il y a aussi le Brésil. Bon. Mais pour l'essentiel aujourd'hui, c'est la Chine, le premier pays industrialisé du monde, et qui détient, soit sur son sol, soit dans d'autres pays, près de 60% des capacités de production industrielle de la planète. Donc dire que c'est au niveau de la consommation qu'on peut faire jouer le levier de relance de la croissance, c'est se tromper largement. Alors, il y a un autre angle du problème sur lequel il faut se pencher, sur lequel il faut se repencher, car c'est en revenant plusieurs fois sur les mêmes sujets qu'on les fait avancer. Il y a celui de la mobilisation de tous les Français, de tous les Martiniquais sur l'activité de production. Et ça, vous n'entendez personne dire ça, qu'il faut remobiliser l'ensemble des personnes en âge de travailler sur l'augmentation de la production et sur la croissance. Et rappelons les chiffres de ce côté-là. Nous avons une population de 70 millions d'habitants, 30 millions de personnes en âge de travailler, 6 millions de chômeurs, donc 24 millions de personnes en âge de travailler. Sur les 24 millions, vous en avez 6 millions, c'est-à-dire le secteur public, les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, etc. 6 millions qui gèrent 57%, et 57% c'est vu de manière restrictive. On peut dire que les 6 millions de fonctionnaires et d'élus gèrent facilement, notamment par leurs règlements, par leurs lois et autres, 60% du produit intérieur brut. 60% du produit intérieur brut, c'est-à-dire l'essentiel de ce que vous produisez. Est-ce que cette activité de gestion de 60% du produit intérieur brut fait l'objet d'un contrôle, d'un compte-rendu, d'une évaluation? Vous me direz oui. Chaque année, les fonctionnaires ont un entretien avec leurs supérieurs hiérarchiques qui leur disent bon, ça va bien, ça va pas bien, ça pourrait aller mieux, mais les notes administratives sont rarement au-dessous de 18 sur 20. Vous savez ça, c'est souvent 19 sur 20, 20 sur 20, pas 20 sur 20, mais 19,8 sur 20, etc. Et autant que je m'en souvienne, je ne suis pas ces problèmes-là, je ne sais plus ces problèmes depuis quelques années. Quand quelqu'un était noté dans l'administration moins de 19 sur 20, il considérait qu'il était mal noté. Bon, j'espère que ça a changé, mais je n'en suis pas totalement sûr. Le problème, c'est que il n'y a pas d'évaluation régulière de ce que font les fonctionnaires, sauf de temps en temps des inspections ou bien des entretiens avec le directeur général des services, etc. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que chaque année, il y a un entretien pour dire aux fonctionnaires « voici ce que vous aurez à faire cette année par rapport à ce que vous avez fait l'année dernière ou l'année précédente, et donc voici les résultats que j'attends de vous pour la fin de l'année. Et si les résultats sont bons, voici la sanction positive que vous aurez, c'est-à-dire la récompense. Et si les résultats ne sont pas bons, voici la sanction négative que vous aurez, peut-être un blocage de votre évolution de carrière, peut-être une mise à pied pendant quelque temps, peut-être un licenciement.
Ce sont des gros mots quand on est dans la fonction publique. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi sur la cloison qu'il y a entre le monde de ceux, en Martinique et dans l'Hexagone et ailleurs, qui savent à 23 ou 24 ans ce qu'ils vont gagner jusqu'à leur mort, ou à peu près, et puis le monde de ceux qui ne savent pas le matin ce qu'ils vont gagner le soir. Ce sont deux mondes différents. Il y a un stress, une inquiétude permanente chez un certain nombre de personnes qui sont dans les petites entreprises du secteur privé. Ce n'est pas la même chose dans les grandes entreprises du secteur privé. Donc ça, d'un côté. Et puis, la vie des fonctionnaires, des gens du secteur public, eh bien, qui ont beaucoup moins ce genre d'interrogation, avec parfois des salaires pour les hauts fonctionnaires de la capitale, des salaires qui sont de 15 000, 20 000, 25 000. Hein. Il y a 600 hauts fonctionnaires, paraît-il, qui gagnent plus que le président de la République. Dans des sociétés de médias, il y a aussi des salaires de 25 000, 30 000, 35 000 euros par mois, plus voiture de fonction, plus logement de fonction, plus avantages au comité d'entreprise, etc., etc. Donc, si on n'aborde pas ce problème-là, c'est-à-dire le problème de l'engagement de tous les Français en mesure de travailler pour améliorer les résultats de l'économie française, jamais on ne s'en sortira. Disons que dans toute société, il y a toujours deux notions qui se chevauchent. La notion d'assistance, de fraternité, je dirais, de solidarité, et puis la notion de responsabilité. D'un côté, on aide, mais d'un autre côté, on est responsable. Eh bien, est-ce que vous ne trouvez pas que dans le pays dans lequel nous sommes, on a un peu trop laissé de côté la responsabilité et un peu trop privilégié l'assistance, le don sans contre-don, etc., etc. Je pense qu'il y a là, et nous le pensons, je ne suis pas du tout le seul à avoir constaté cela, nous constatons que tant qu'il n'y aura pas chez chacun d'entre nous un engagement à bien faire ce qu'il a à faire, on aura quelques problèmes. Et les 6 millions de personnes du secteur public, il y en a parmi elles qui sont d'un dévouement et d'une efficacité remarquable, mais avouons que c'est une minorité et que le champ de l'amélioration reste relativement vaste. Je voudrais dire un mot de l'attitude des fonctionnaires vis-à-vis de leurs employeurs. Quand on travaille dans une entreprise privée, aller dans son salon et dans la rue et sur les tréteaux électoraux, dire du mal de son employeur, c'est une chose qui n'est pas fréquente et qui ne serait pas bien reçue de la part de ceux qui écouteraient. En revanche, il est très fréquent d'entendre des personnes employées par l'État ou employées par une collectivité territoriale dire le plus grand mal de leur employeur. Et ils trouvent cela normal. Je suis désolé, je ne trouve pas ça normal pour ma part. On peut ne pas partager mon opinion, mais je ne trouve pas normal qu'un employeur ait à subir les critiques de son employé. Moi, j'ai été chef de plusieurs entreprises. Je peux vous dire que lorsque j'entendais dire qu'un employé d'une de ces entreprises, notamment un cadre, mais un employé de tout niveau, disait du mal de son entreprise, je le faisais venir, je lui expliquais une chose, c'est qu'on ne peut pas être dans une armée et puis tirer contre les membres de cette même armée. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez habiller ça de toutes les libertés d'expression que vous voulez, ça n'est pas possible. Or, nous avons, en Martinique et ailleurs, un certain nombre de fonctionnaires qui trouvent normal de critiquer leur employeur. Et cela, naturellement, affaiblit non seulement l'employeur, mais toute la nation. Si on n'est pas content
du sort qui vous est fait dans votre entreprise ou bien dans votre administration, vous devez d'une part travailler, peut-être critiquer, mais de manière interne, travailler pour améliorer, mais se livrer à des critiques, mais fondamentales, dire que l'État est un État esclavagiste, que l'État a fait la traite d'êtres humains, etc., et qu'il est un État à condamner, qu'il faut décoloniser, etc. Bon, tout ça, c'est de la plaisanterie, ça ne tient pas la route, il faut le dire très clairement. D'ailleurs, cette année, il va y avoir les 80 ans de la loi dite d'assimilation, il faut en dire un mot. Vous avez dû constater que personne ne vous parle de célébrer cette loi d'assimilation qui a été votée au début de 1946 à la demande de l'unanimité des élus de l'outre-mer, même si peu de temps après, les mêmes qui avaient demandé cette loi se sont mis à la critiquer parce que l'ambiance internationale était à la décolonisation. Il faut se rappeler la réalité de ce qu'était la Martinique à l'époque. Je suis de ceux qui, enfants, sont allés à l'école avec des sandales faites avec les pneus de voiture, les chambres à air et les pneus de voiture. Je suis de ceux qui ont vu mourir des enfants de la fièvre typhoïde dans mon quartier de Sainte-Thérèse. Je suis de ceux qui ont vu des enfants mourir du tétanos, de la tuberculose, etc. Je suis de ceux qui ont dormi sur des paillasses quasiment à même la terre. Je suis de ceux. Nous avons été des centaines de milliers à voir cela. Et l'exigence, non pas de départementalisation, mais d'assimilation, correspondait très clairement à la demande de la disparition de tout ça et à l'égalité par rapport à tous ceux dont la loi nous disait qu'ils étaient nos égaux en principe, c'est-à-dire l'égalité par rapport aux Français. Dès la fin de l'esclavage, dès le milieu du XIXe siècle, on a demandé l'égalité des droits, mais on a toujours également demandé l'égalité des devoirs à cette époque. Aujourd'hui, au nom de la décolonisation, on ne demande qu'avoir le maximum de droits et le minimum de devoirs. Pas tous, mais beaucoup d'entre nous fonctionnent comme ça. Je vous suggère une réflexion. Prenons les 1100 km² de la Martinique. Essayons de trouver en France un territoire de 1100 km² et comparons le nombre de personnes qui, dans les deux cas, sont arrivées à s'en sortir et parfois avec brio. Je prétends, et je suis prêt à prendre le pari, que la Martinique a donné le jour à beaucoup plus de personnes qui s'en sont sorties malgré la colonisation, malgré le racisme ambiant jadis et aujourd'hui, que ça n'est le cas dans n'importe quel autre territoire de la République. Alors les difficultés ont probablement fouetté les énergies et conduit beaucoup de Martiniquais à faire des efforts que d'autres n'ont pas faits. Mais je conclus tout de même que la situation qui a été voulue par nos ancêtres en 1946 a permis des progrès extraordinaires de la majorité de la population de la Martinique. Ce n'est pas en quelques décennies qu'on peut mettre un terme aux séquelles d'une colonisation qui a duré des siècles. Mais il y a quelque chose de lâche, il y a quelque chose de veule, il y a quelque chose d'inadmissible à tout le temps accuser l'autre de tous les maux qui nous arrivent. Quel pays a fait mieux que la France en donnant totalement, de manière complète, les mêmes droits à d'anciens colonisés qu'aux anciens colonisateurs. Ni l'Angleterre, ni les États-Unis, ni la Hollande, ni l'Espagne, ni le Portugal ne sont allés aussi loin que la France. Alors, au lieu
de s'installer dans une victimisation ultra confortable. Quand vous êtes victime, vous n'avez aucun devoir, vous n'avez que des droits. Eh bien, faisons ce que la loi nous demande de faire, établissons notre projet martiniquais, c'est ainsi que nous créerons tous ensemble la véritable identité de la Martinique. Encore une fois, excellons chez nous, soyons exemplaires chez nous et tâchons de féconder le monde de nos cultures métisses. La France a la chance d'avoir sur son territoire des représentants de toutes les grandes civilisations, de toutes les grandes cultures. Au lieu de comprendre que c'est là une chance exceptionnelle, eh bien, elle en fait un handicap. Et nous, au lieu de comprendre que c'est une chance pour nous de pouvoir opérer sur notre territoire, sur le territoire français, mais aussi sur l'Europe et sur la terre entière, que ça c'est une chance exceptionnelle, eh bien nous voulons rabougrir notre destin en le limitant à notre petit territoire et en ayant comme critère essentiel de jugement la couleur de notre peau. Tout cela est absurde. Il est temps que nous en soyons conscients, ce qui ne nous empêche pas, au contraire, nous intime l'ordre de lutter contre les inégalités qui restent et qui sont nombreuses, et de lutter contre le racisme dont beaucoup font encore preuve à l'égard d'entre nous. Merci de votre écoute. À un autre soleil.